Bonjour à tous, dans cette vidéo nous entamons le chapitre intitulé Produits scalaires et espaces vectoriels euclidiens. Alors, d'abord la notion de produit scalaire, le point numéro 1. C'est intimement lié à ce qu'on appelle les formes bilinéaires. Les deux mots vous sont connus, forme et bilinéaire. Soit E, un R espace vectoriel. Attention ici, le fait que ce soit R et pas K aura son importance. Alors, on a déjà rencontré des formes bilinéaires sur E. C'est une application qui va de E carré c'est E croix E, donc ça s'applique à des familles de deux vecteurs de E, et à valeur dans R, puisque ça s'appelle une forme, c'est à valeur dans le corps de base de l'espace vectoriel E, et ici c'est R. Donc, une forme bilinéaire, c'est sur un R espace vectoriel, c'est une application qui a un couple de vecteurs associe un réel. Alors, on a déjà vu le mot bilinéaire, Hop, on sait que cela signifie que c'est linéaire par rapport à chacune des variables. J'ai écrit ça in extenso, hop, pour tout triplet x', y dans E, pour tout couple de réels lambda mu, phi de lambda x plus mu x', virgule y, et y, c'est lambda phi de xy plus mu phi de x', y. Et d'autre part, si on prend trois vecteurs x, y et y' lambda mu dans R, qu'on applique phi à la famille x, lambda y plus mu y', on obtient lambda phi de xy plus mu phi de x, y'. Alors, on rajoute quelques termes de vocabulaire, 3 exactement. Bon, symétrique, sans surprise, on dit que phi est symétrique si et seulement si pour tout couple xy. L'image de la famille xy est celle de la famille yx. C'est le même réel. On dit que phi est positive. Alors attention, ça c'est un peu piégeux. Ça ne veut pas dire que phi de tout couple xy est positif. Non. Ça veut dire que si on prend un vecteur x dans E, phi de x est lui-même, phi de xx, est positif. Enfin, on dit qu'elle est définie si et seulement si pour tout x appartenant à E. Alors, on sait que phi de... Ça va vraiment avec positive. Souvent, on dit définie positive, sans décomposer les deux. Phi de xx égale 0 implique x égale 0. Donc, je rappelle, défini si, quand on applique phi à une famille de deux vecteurs égaux et qu'on trouve 0, alors le vecteur c'est 0. J'écris 0, j'écrirai 0 sans doute de E au début. Bon, comme il n'y a qu'un espace vectoriel, on écrira souvent 0 flèche tout seul. Bon, c'est des propriétés qui s'ajoutent à d'autres possibles. On sait qu'une forme bilinéaire peut être antisymétrique, alternée. C'est le cas du déterminant par exemple, mais ici c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est ces trois propriétés-là, symétrique, positive et définie. Qu'est-ce qu'on appelle un produit scalaire sur un R espace vectoriel? C'est une forme bilinéaire, symétrique, définie, positive. Je dis ça tout de suite de l'autre côté. Alors on peut énoncer maintenant des définitions. E étant un R espace vectoriel, je le répète, ce qu'on appelle un produit scalaire sur E, c'est une forme bilinéaire, symétrique, définie, positive sur grand E. On peut l'appeler par exemple phi. Alors, dans ce cas, on dit que E est un espace pré-hilbertien réel. Ce qu'on appelle un espace pré-hilbertien réel, c'est donc un R espace vectoriel qu'on dit muni d'un produit scalaire. Si de plus E est de dimension finie, on dit que c'est un espace euclidien pour le produit scalaire phi. Vous voyez, j'écris souvent PS, donc on dit espace pré-hilbertien réel pour le PS ou produit scalaire phi, et un espace euclidien pour le produit scalaire phi. Ça se produit donc, vous voyez qu'un espace euclidien, c'est un espace pré-hilbertien réel de dimension fini. Voilà pour ces définitions. Des remarques. D'abord, si je prends phi, une application de E, croix E, donc E carré dans R, si phi est symétrique, parce que c'est souvent le plus facile à montrer que phi est symétrique.
Une fois qu'on a la symétrie, pour montrer que phi est bilinéaire, il suffit de montrer que, au choix, soit elle est linéaire par rapport à la première variable, soit elle est linéaire par rapport à la deuxième. Puisque si vous voulez montrer, si vous avez ça et que vous voulez montrer ça, vous inversez une première fois phi, vous utilisez la linéarité et vous revenez à votre phi initial en renversant les applications de phi aux familles xy au lieu de yx. Donc, pour montrer qu'une application est un produit scalaire, on commence souvent par montrer que phi est symétrique. Comme ça, on n'a qu'une des deux linéarités, une linéarité par rapport à l'une des variables, qui suffit pour montrer qu'elle est bilinéaire. Alors, on va s'intéresser maintenant au fait qu'elle soit définie positive. Alors, une deuxième remarque, toujours pour phi, une application de e carré dans R. Si phi est bilinéaire cette fois, on suppose qu'elle est bilinéaire. Alors, pour tout x appartenant à e, phi de x, 0 ou phi de 0x, c'est 0. Dès que, pour une application bilinéaire, dès qu'un vecteur est nul, l'application de phi à une famille de vecteurs dont l'un est nul, ça fait 0. Tout simplement parce que c'est linéaire par rapport à chaque une de ces variables. Donc, si c'est linéaire par rapport à la deuxième variable, quand on met 0 à la place de celle-ci, ça fait 0. Vous savez que les applications linéaires sont nulles en 0. Hein. Idem pour la deuxième. Alors, dans ce cas, parfois, on peut réunir les notions de définie et positive. D'ailleurs, on dit souvent définie positive, en une seule expression. Dans la caractérisation suivante, pour tout x appartenant à e privé de 0, donc pour tout vecteur non nul de e, vous voyez déjà que j'ai renoncé à écrire 0 de e, phi de xx est strictement positif. Faisons la preuve à l'oral. Si phi est positive et définie, alors positive, pour tout x, on a phi de xx supérieur ou égal à 0. Et si elle est définie, si x n'est pas nul, phi de xx non plus. Hein, c'est la contraposée de la propriété donnant la définition. Pardon, hein. Réciproquement, si pour tout x appartenant à e privé de 0, phi de xx est strictement positif, eh bien pour tout x, phi de xx est positif. Et d'autre part, si phi de xx n'est pas positif, x n'est pas dans e privé de 0, n'est pas strictement positif, x n'est pas dans e privé de 0, donc il est nul, voilà. Bon, ça sert pas souvent, hein, je vous le dis tout de suite, privilégiez la démonstration en deux temps, d'abord positive et ensuite définie. Positive, en général, ça va assez vite. Montrer ensuite que phi de xx est nul si et seulement si x égale 0. Parfois, ça pose plus de problèmes, on le verra assez rapidement. Alors, des notations, souvent quand une forme est bilinéaire, symétrique, définie, positive, c'est comme ça qu'on dit, hein, bilinéaire, symétrique, définie, positive, c'est donc un produit scalaire. On évite, dans ce cas, la notation phi de xx. On utilise plutôt un symbole opératoire qui ne fait référence qu'aux vecteurs x et y. Celui qu'on utilisera cette année, c'est xy. Alors, environné de crochets, en tout cas de séparateurs. La barre entre x et y est très courante. Il y a certains ouvrages ou polycopiés qui mettent des parenthèses autour, on peut mettre des crochets autour, on peut ne rien mettre autour. Et enfin, il y a un cas très particulier, c'est quand x et y sont des vecteurs du plan ou de l'espace. Et ça, c'est le produit scalaire que vous avez dû étudier, alors évidemment en physique, mais aussi en géométrie au secondaire. On met un point entre x et y comme symbole opératoire. N'oubliez pas que ça, c'est un réel hein, dans ce cas-là. Remarquez que là, si vous aviez a plus b point y, ça faisait a point y plus b point y. Ça, c'était la linéarité par rapport à la première place. Si vous aviez x point lambda y, ça faisait lambda x point y. Le vecteur nul, si x était nul, x point y était nul. Et la x point x, ben vous appeliez ça norme de x au carré. En tout cas, je le pense, et c'est ce qu'on va faire dans le cours un peu plus tard. Bon, nous, on utilisera cette notation. Alors, des exemples importants de produits scalaires. Et pour commencer, premièrement, le produit scalaire dit canonique sur R exposant n. Donc, dans la suite,
E égale R exposant n, c'est bien un R espace vectoriel, qui plus est de dimension finie d'ailleurs. Donc, si on trouve un produit scalaire sur E sera non seulement un espace dit pré-hilbertien. Alors, on dit pré-hilbertien parce que les espaces les espaces hilbertiens sont des espaces vectoriels munis d'un produit scalaire qui ont une propriété supplémentaire. Donc, un espace muni d'un produit scalaire s'appelle un espace simplement pré-hilbertien. Ici, si on montre que c'est un espace muni d'un produit scalaire, ça sera un espace euclidien, puisque de dimension finie. Une remarque pour les notations qui vont suivre, on peut identifier Rn à Mn1 de K. Vous savez que dans ces cas-là, on écrit un élément de E comme un n-uplet, séparé par des virgules, alors que là, on écrit un élément de E comme un vecteur colonne, à n lignes et une colonne. On va le définir tout de suite. Ce que c'est que ce produit scalaire canonique sur Rn. Je considère l'application suivante, phi qui va de Rn croix Rn, ou Rn carré, mais c'est un peu long à écrire, à valeur dans R, et qui, alors bon, pour des facilités de notation, et notamment pour pas écrire les n-uplets de façon assez longue comme ça, je les ai directement écrits, les éléments de Rn, j'entends comme des vecteurs colonnes. On peut aussi les écrire comme ça, ou comme ça, c'est-à-dire que dans les notations des définitions qui précèdent, x ici c'est un n-uplet de réel. Hein. Y flèche c'est un n-uplet de réel aussi. Bon, vous savez que par identification avec Mn1 de R, on peut les noter comme ça. Alors, il faut que donner l'image d'une famille de deux de ces objets pour définir correctement phi. Bon, le produit scalaire canonique consiste à faire simplement la somme pour k égale 1 jusqu'à n des xk y1. Comme ça, le produit terme à terme, ça c'est x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 plus xn yn. Alors, vérifions les points 1 à 1. Est-ce qu'elle est bilinéaire? L'idée c'est, si les y sont fixés, notamment c'est des constantes bk, est-ce que l'application qui a un n-uplet x1, x2 jusqu'à xn associe la somme des xk bk est linéaire? La réponse est oui, on l'a vu depuis longtemps. De même, bon, une remarque d'ailleurs, je viens de montrer la linéarité par rapport à la première variable. Si je montre la bilinéarité, je n'aurais pas besoin de montrer la deuxième. Bon, ici c'est tout aussi simple, mais regardez, si x et y sont tous les deux dans R exposant n, il est clair que l'échange de x et y ne change pas la somme des xk, yk. Donc phi est clairement symétrique. Comme elle est linéaire par rapport à sa première variable asymétrique, elle est linéaire par rapport à chacune de ces variables. Remarquez que là, c'était pas très compliqué. Si les x sont fixés, disons que c'est des A1, A2 jusqu'à AK, l'application qui au vecteur y associe la somme pour k égale 1 jusqu'à n des AK, yk est aussi une application linéaire. On l'a vu depuis longtemps. Elle est donc bilinéaire et symétrique. Est-elle positive? Réponse oui, parce que pour x appartenant à Rn, phi de xx, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des xk carrés. Une somme de carrés, c'est positif. Est-elle non seulement positive, mais définie positive? Réponse oui, puisque si phi de xx égale 0, alors la somme pour k égale 1 jusqu'à n des xk carrés est nulle, et dans ce cas-là, évidemment, alors j'ai mis si et seulement si. Vous voyez qu'en fait, vu la remarque qu'on a fait précédemment, quand on a une application bilinéaire, on sait que si x égale 0, alors phi de xx égale 0. Donc là, il y a souvent un si et seulement si, mais celui qui compte, c'est celui qui va de gauche à droite. Bon, vous auriez pu mettre un plique, j'ai écrit si et seulement si. Alors, pour tout k appartenant à n, xk égale 0, et c'est-à-dire si et seulement si x est le vecteur nul. Je vous rappelle qu'une somme de carrés est nulle si et seulement si chacun des termes est nul, et chaque xk carré est nul si et seulement si xk lui-même est nul. Autrement dit, on a bien une forme bilinéaire symétrique, et ces deux-là la définie positive. On le dit souvent ensemble. Donc on peut noter, comme je vous l'ai dit, alors ça c'est une notation qui apparaît parfois, on met des petits points comme ça. Phi c'est, alors, vous voyez, c'est l'application sans les x ni les y.
On met une barre centrale et puis 2 points, c'est l'endroit où vont se placer xy avant le calcul de phi de xy. C'est donc un produit scalaire sur Rn. Bon, Rn s'exprime le plus souvent par identification sous forme d'objets, contient des objets qui sont des vecteurs colonnes. Donc donnons la transcription sous forme de matrice de ce produit scalaire. On pose, au lieu de x flèche, on appelle grand X en général, la colonne x1 jusqu'à xn. La colonne, au lieu de petit y, on appelle grand Y, y1, y2. Quelle est la formule matricielle ici? Quel est le produit matriciel qui transcrit ça? Eh bien, c'est transposé de x fois y1. Je vous rappelle que si ici vous mettez x1, x2, 3 petits points, xn, multiplié par y1, y2, yn, alors vous avez x1, y1 plus x2, y2 plus xn, yn entre parenthèses. Mais là, on identifie une matrice 1-1 avec l'ensemble des réels. On l'a déjà fait, hein. Ceci, on dit que c'est un réel. Donc, le produit scalaire canonique dans Rn s'écrit comme ça. Produit scalaire de x avec y. Et d'ailleurs, j'avais dit qu'on regardait cette année plutôt. Il y a des moments où la virgule a eu son petit succès, mais là, cette année, on va s'imposer la barre, donc x, y, le produit scalaire de grand X avec grand Y, c'est transposé de grand X fois Y. Voilà pour ce premier exemple important. Deuxième exemple important de produit scalaire, que j'ai appelé produit scalaire intégral sur l'ensemble des fonctions continues sur le segment AB. Fonction à valeur dans R, hein, parce qu'on veut une application qui est à valeur dans R. Ici E est donc l'ensemble des fonctions continues, hein, je vous rappelle ce que c'est que cette notation. Continue sur le segment AB, AB étant 2 réels avec A strictement plus petit que B. Alors, on considère l'application, pour l'instant je l'appelle phi, qui va de E croix E dans R, et qui a un couple de fonctions fg, associe l'intégrale de A à B de f fois g. Je rappelle que si on met des variables, ça fait l'intégrale des variables d'intégration, j'entends l'intégrale de A à B de f de t, g de t, dt, vous pouvez appeler ça intégrale de A à B de f de x, g de x, dx, tout ce que vous voulez. Bon. Cette application est clairement symétrique. Si on échange f et g, la valeur de l'intégrale de fg est inchangée. Si on prend 3 fonctions f1, f2 et g, et 2 scalaires de réel lambda et mu, l'intégrale de a à b de lambda f1 plus mu f2 fois g. Alors d'abord, vous développez sous l'intégrale, ça fait l'intégrale de lambda f1g plus mu f2g. Mais on a vu que l'intégration était linéaire, ça fait donc lambda intégrale de a à b de f1g plus mu intégrale de a à b de f de g. Qu'est-ce que c'est ça? C'est phi de lambda f1 plus f2 avec g. Ça, c'est lambda phi de f1 avec g, et ça, c'est mu phi de f2 avec g. Alors, je ne l'ai pas réécrit, mais là, on a montré la linéarité de phi par rapport à sa première variable. Alors, vous voyez qu'il est tout aussi facile de montrer sa linéarité par rapport à la deuxième variable. On peut aussi se référer au fait qu'elle est symétrique et linéaire par rapport à sa première variable, donc bilinéaire. Alors, symétrique, c'est fait, bilinéaire, c'est fait. Est-elle définie positive? Commençons par la positivité. Attention, là, il faut avoir des réflexes, hein, il faut prendre 2 fois le même vecteur. Si c'est des vecteurs, même si c'est des fonctions, on est dans un espace vectoriel de fonctions. Donc vous prenez f et f, pour tout f dans E, phi de ff, qu'est-ce que c'est? L'intégrale de a à b de f carré. Mais on sait que l'intégrale est positive, c'est-à-dire que l'intégrale sur a b d'une fonction... Attention, les bornes sont dans le bon ordre, hein. A est strictement plus petit que b ici. L'intégrale sur a b d'une fonction positive est positive. Autrement dit, ça veut dire que phi de ff est positif pour tout f. Phi est une application positive. De plus, la fonction f carré, comme f est continue, elle est continue aussi, mais elle est positive. Donc, si son intégrale est nulle, alors elle est nulle. C'est-à-dire que pour tout t appartenant à AB, f de t égale 0. C'est le 0 de notre E, le 0 flèche que j'écrivais
préalablement, mais ça a lieu si et seulement si pour tout t appartenant à B, f de t égale 0, c'est-à-dire f égale 0. Vous voyez qu'il y a l'équivalence voulue, et en particulier l'implication de phi de ff implique f égale 0, pardon, implique f et le vecteur nul de E. Autrement dit, elle est définie positive. Phi est définie positive. Je le mets là, phi est... je le mets où phi est définie positive. Définie positive. Montré ici. Tac. Alors, c'est un produit scalaire. Bon, il y en a d'autres, on en verra d'autres. Hein. Oui, ça c'est quelque chose qu'il faut bien que vous compreniez. Un R espace vectoriel étant donné, il peut y avoir de multiples produits scalaires sur celui-ci. Là, je vous donne les plus usuels sur les ensembles connus. Rn d'une part, l'ensemble des fonctions continues d'autre part. Ces deux exemples sont très différents parce que dans le premier, on avait affaire à un espace vectoriel de dimension finie. Là, on a affaire à un espace vectoriel de dimension infinie. Celui-là n'est pas un espace euclidien. C'est un espace pré-hilbertien, mais pas euclidien. Alors, j'écris la conclusion et je vous donne une petite remarque à ce sujet. La conclusion de notre étude précédente, c'est que l'application phi, alors, on peut la nommer comme un produit scalaire, comme ceci. On dit qu'elle est définie par f scalaire g, du coup, égale l'intégrale de AB de fg, est un produit scalaire. Une remarque, ça peut servir pour définir un produit scalaire sur l'ensemble des polynômes. En effet, si P est un polynôme à coefficient réel, la fonction associée, qu'on avait souvent appelée P tilde au début, puis assez rapidement P, hein, ça on l'identifiera à P, on sait que c'est une fonction continue sur R. Toute fonction polynomiale est continue sur R, donc sur tout segment AB de R. Toujours avec A strictement plus petit que B, hein, pour la positivité. Alors, dans ces cas-là, on peut considérer l'application qui va de R de X au carré, à valeur dans R, qui a un couple de polynômes PQ associé, alors, par avance, je l'appelle P scalaire Q, c'est l'intégrale de AB de P de T, Q de T, dt. Vu ce que l'on a dit précédemment, c'est un produit scalaire sur R de X. Alors, sa restriction à Rn, alors ça s'appelle un produit scalaire intégral, hein, sur R de X. Sa restriction à Rn de X est aussi un produit scalaire, c'est-à-dire qu'ici, là, au départ, vous pouvez vous limiter à des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Attention, là encore, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez ce qu'on appelle exhibé un produit scalaire sur un espace vectoriel qu'il y en a qu'un. Il y en a plein d'autres. Regardez, là, je vous en ai donné un issu, je crois, d'un des exercices de la feuille de TD, sur Rn de X, hein, cette fois pas sur R de X, mais sur Rn de X, qui du coup va être un espace euclidien, alors que R de X sera simplement pré-hilbertien, puisqu'il lui est de dimension infinie, Rn de X est de dimension finie, n plus 1, je vous rappelle, sa dimension. L'application qui va de Rn de X fois Rn de X, ou Rn de X au carré, dans R, et qui a un couple de polynômes PQ, associe la somme pour k égale 0 jusqu'à n des P de K, Q de K. Alors, on montre assez facilement que ça c'est un produit scalaire. Vous voyez que la symétrie est évidente. La linéarité par rapport à l'une des places aussi, puisque si Q est fixé, ça c'est une constante. Bon, comme l'évaluation en K est linéaire, tout ça est assez simple à montrer que c'est bilinéaire. Alors bilinéaire, symétrique, positif aussi, c'est simple, parce que si P égale Q, ça fait la somme de P de K au carré. La dernière petite chose à montrer, mais je vous laisse, enfin, je fais presque par avance l'exercice, c'est l'aspect défini. Une fois que c'est positif, il faut que ce soit défini positif. Imaginons que la somme pour k égale 0 jusqu'à n des p carré de k, hein, parce que ça fait p de k fois p de k, p carré de k soit nul. Ça veut dire que p carré est nul en 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Si p carré est nul, c'est que p est nul en 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Ça veut dire que les entiers 0, 1, 2, 3 jusqu'à n sont des racines de p. Mais ça fait n plus 1 entier, ça. Alors que p est de degré inférieur ou égal à n. Donc p est le polynôme nul. Alors,
j'ai presque fait l'exercice. Un des exercices, je pense, de la feuille, c'était simplement pour vous montrer que sur un même espace, ici Rn de x, on peut mettre des produits scalaires qui sont très différents. Hein. Alors, on termine les exemples usuels avec les produits scalaires sur l'espace des matrices carrées. J'explique donc ce que c'est que le produit scalaire canonique sur Mn de R. Mn de R, je vous rappelle que c'est les matrices carrées Nn à coefficient réel. C'est bien un R espace vectoriel de dimension n carré, je vous le rappelle. Commençons par une petite proposition qui est surtout une expression à connaître en fait. Soit A et B dans Mn de K, si j'appelle AIJ les coefficients de A et BIJ les coefficients de B, alors regardez, la somme des produits terme à terme AIJ, BIJ, c'est la trace de transposé de A fois B. Attention, ici il y a fois, hein, c'est bien fois. C'est pas transposé de AB, c'est transposé de A fois B. Ici. Alors, c'est cette expression qui a l'air un petit peu bizarre au départ, la trace de transposé de A fois B. Mais vous voyez, c'est comme si on multipliait les matrices, cette fois terme à terme. Attention, ça, c'est pas de la multiplication matricielle. Et qu'on sommait tous les produits obtenus, la somme des produits terme à terme. Alors, c'est pas évidemment, hein, c'est pas A fois B. De toute façon, A fois B, c'est une matrice. Ça, c'est un réel. Faisons la preuve, j'appelle transposé de A fois B la matrice des gamma IJ. Alors pour I et J dans un n carré, gamma IJ c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des, alors j'ai appelé temporairement A'IK BKJ où A'IK c'est le coefficient IK de la transposée de A. Mais ça c'est AKI, donc c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des AKI BKJ. Puis, ce qui va nous intéresser au moment de la calcul de la trace, c'est les éléments diagonaux. Donc les gamma ou I égale J. J'ai appelé gamma JJ. Gamma JJ, ben on met I égale J là-dedans, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des AKJ BKJ. Or, la trace de transposé de A fois B, avec notre notation, c'est la somme pour J égale 1 jusqu'à n des gamma JJ. Donc la trace de transposé de A fois B, c'est la somme de J égale 1 jusqu'à n de la somme pour, alors, mettons temporairement K égale 1 jusqu'à n des AKJ fois BKJ. Vous voyez que d'une part, la sommation ici en K est d'indice muet, donc on peut mettre I, et d'autre part qu'on somme sur tout un carré, et donc on peut intervertir les sommes. Autrement dit, je peux écrire somme pour I égale 1 jusqu'à n, pour de somme pour J égale 1 jusqu'à n, des AIK BKJ. Alors, voilà. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour montrer, et c'est là mon but, que l'application qui a deux matrices A et B associe la trace de transposé de A fois B, c'est-à-dire la somme des produits terme à terme de tous leurs coefficients, est un produit scalaire, qu'on appelle produit scalaire canonique sur Mn de R. Je donne le résultat sous forme d'une petite proposition, donc sur l'application phi qui va de Mn de R au carré, c'est-à-dire Mn de R croix Mn de R à valeur d'un R, et au couple de matrices AB associe la trace de transposé de A fois B. Alors phi est un produit scalaire sur Mn de R, et on appelle ça le produit scalaire canonique. Alors, on a vu que on a phi indice AB, phi du couple AB, pardon, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à n de la somme pour J égale 1 jusqu'à n de AIJ BIJ. Vous voyez que si A égale B, ça on a phi de AA, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à n et J égale 1 jusqu'à n de AIJ carré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la somme de tous les carrés des coefficients de A. Ceci assure que phi est alors positif, bien sûr, puisque ça c'est un nombre positif, et d'autre part défini positif, puisque si ce nombre est nul, tous les AI carrés sont nuls, et donc tous les AI sont nuls, et donc la matrice est la matrice nulle, dont tous les coefficients sont nuls. Ça assure que phi est défini positif. Alors,
Pour montrer la symétrie et la bilinéarité, on peut utiliser ça. Vous voyez, alors ça c'est assez clair pour la symétrie, hein. Si on échange A et B, la somme des AIJ, BIJ ou des BIJ, AIJ, c'est pareil. Pour la linéarité, si les BIJ sont fixés, c'est linéaire par rapport aux AIJ. Et si les AIJ sont fixés, c'est linéaire par rapport aux BIJ. Je vous fais quand même deux petites remarques sur le fait que l'expression à l'aide de la trace et de la transposée est compatible avec ces deux propriétés. La trace d'une matrice, c'est la trace de sa transposée. En effet, si vous avez une matrice carrée et que vous la transposez, vous changez ligne par colonne. Vous échangez les lignes et les colonnes. Mais donc, vous ne changez pas les termes sur la diagonale, dont la somme reste constante. Autrement dit, la transposée de cette matrice, c'est la trace de cette matrice, c'est la trace de sa transposée. Et qu'est-ce que c'est que transposer de A fois B? Alors, vous savez que transposer d'un produit de matrice, c'est transposer de la deuxième. Donc ici, il y a une phrase de transposer de B multiplié par transposer de la première. Mais transposer de la première, c'est transposer de A. Et ça fait A. Autrement dit, regardez, ça c'est phi de AB et ça c'est phi de BA. Phi de AB égale phi de AB. De BA, on retrouve la symétrie. Alors, pour la linéarité, il vaut mieux faire la linéarité par rapport à la deuxième variable. Si on remplace B par lambda B1 plus mu B2, B1 et B2 sont des matrices carrées ici. Hein. D'abord, transposé de A fois lambda B1 plus mu B2, c'est lambda transposé de A fois B1 plus mu transposé de A fois B2, la multiplication par transposé de A est linéaire. Et on a vu que la trace aussi est linéaire, donc ça fait lambda trace de A transposé de A fois B1, plus mu fois la trace de transposé de A fois B2. Alors ça assure la linéarité par rapport à la deuxième variable de notre application phi, et comme elle est symétrique, on a la linéarité par rapport à la première variable. Remarquez que celle-ci n'est pas très difficile non plus à montrer. Si vous fixez B et que vous remplacez A par lambda 1 plus mu A2, la transposée étant linéaire, vous retombez assez vite sur une expression qui vous donne la linéarité par rapport à la première variable. Donc voilà le dernier exemple que je voulais vous donner de produit scalaire à connaître, celui sur l'ensemble des matrices carrées. On passe à une inégalité très importante pour les produits scalaires, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'inégalité de Cauchy-Schwarz tient dans la propriété suivante, soit E un R espace vectoriel, et disons slash un produit scalaire sur E. Cette application-là, qui n'a pas de nom, c'est une application de E carré dans R qui a les propriétés que l'on a vues, à savoir bilinéaire, symétrique, défini, positif. Je vous rappelle que dans ce cas-là, on dit que E est un espace pré-hilbertien réel, et plus exactement que le couple E muni de ce produit scalaire est un espace pré-hilbertien réel, parce que si on change de produit scalaire, on change d'espace pré-hilbertien. On dit que la structure pré-hilbertienne change. Alors, la propriété en question, c'est celle-ci. Donc ici, ça, c'est un produit scalaire. Pour tout couple XY, la valeur absolue d'un produit scalaire XY est plus petit que la racine de X scalaire X fois la racine de Y scalaire Y. Voilà l'inégalité dite de Cauchy-Schwarz. Une petite remarque sur celle-ci. D'abord, pour X dans E, X scalaire X est un nombre positif. Y scalaire Y également. Ça, c'est ce qu'on appelle la positivité de notre produit scalaire qui l'assure. Donc les racines existent. Les deux racines ici existent. Alors, en revanche, un produit scalaire n'est pas forcément positif, lui. Mais regardez, il y a des valeurs absolues dans l'inégalité. Autrement dit, ça, c'est aussi un réel positif. Il y a inégalité entre deux réels positifs si et seulement si leurs carrés sont dans le même ordre, à savoir que finalement la propriété qui est là, vous pouvez très bien l'écrire pour tout x, y appartenant à E. X scalaire Y au carré est plus petit que X scalaire X fois Y scalaire Y. Les deux expressions
de cette inégalité sont les mêmes. Alors, faisons la preuve de cela tout de suite. Alors, pour la preuve, on considère d'abord un cas très simple. Si l'un des deux vecteurs x, y, disons x, présent dans l'inégalité est nul, on a x scalaire y, ça fait 0 scalaire y. Mais ça, on sait que c'est 0. 0 scalaire n'importe quoi, ça fait le vecteur nul, hein, j'entends. Scalaire n'importe quel vecteur égale le nombre 0. De même, x scalaire lui-même fait le nombre 0. Donc vous voyez que les deux membres de l'inégalité sont nuls et celle-ci est vraie. D'ailleurs, c'est une égalité. Elle s'écrit 0 inférieur ou égal à 0. Maintenant, si x n'est pas le vecteur nul, pour lambda appartenant à R, on va considérer une expression dépendant de lambda qui est le produit scalaire de lambda x plus y par lui-même. Lambda x plus y scalaire lambda x plus y. Alors, le fait que le produit scalaire soit positif, une application positive assure que ça c'est un nombre positif. Autrement dit, pour tout lambda appartenant à R, P de lambda est positif. D'autre part, alors on en a eu l'habitude avec les déterminants, hein, on peut développer par bilinéarité. Je ne vais pas trop vite. Dans un premier temps, ici il y a deux termes ici, ça fait le produit scalaire de lambda x avec lambda x, puis de lambda x avec y, puis de y avec lambda x, puis de y avec y. Attention maintenant, le produit scalaire est bilinéaire, donc le lambda qui est là sort une première fois, le lambda qui est là sort une seconde fois. Ça fait lambda x scalaire x carré, lambda carré x scalaire x. Ça fait lambda facteur de x scalaire y, plus à nouveau lambda facteur de y scalaire x plus y scalaire y. Oui, mais notre application est symétrique. Autrement dit, x scalaire y, c'est y scalaire x. En mettant les réels venant des scalaires devant, ça fait x scalaire x multiplié par lambda carré plus 2 fois x scalaire y multiplié par lambda plus y scalaire y. Autrement dit, P de lambda est un polynôme. En lambda de degré 2. Pourquoi de degré 2? Parce que ici, comme j'ai pris soin de prendre x différent de 0, son coefficient en lambda 2 est non nul, à savoir x scalaire x différent de 0. En l'occurrence, il est strictement positif d'ailleurs. Comme celui-ci, comme ce polynôme ne change pas de signe, regardez ici, hop, quel que soit lambda appartenant à R, P de lambda est positif, polynôme en lambda de degré 2, un trinôme, hein, on aurait pu dire, comme ce trinôme, on va l'écrire là, ça sera plus joli, comme ce trinôme. Hop, un polynôme de degré 2, c'est quand même un trinôme. Comme ce trinôme ne change pas de signe, son discriminant est négatif. Son discriminant est négatif. En effet, alors négatif, ça veut dire négatif ou nul. Hein. En effet, si le discriminant est strictement positif, ce polynôme a deux racines distinctes et il change de signe. Il a un signe distinct, soit entre les racines, soit à l'extérieur des racines. Donc, son discriminant est bien négatif. Or, P étant donné par cette égalité, ici, regardez, le discriminant de P, c'est ce terme au carré, à savoir 4 fois le scalaire de x avec y au carré, moins 4 fois le produit de ces termes ici, autrement dit x fois, scalaire x lui-même, et y scalaire y
y scalaire y. Alors, ben ça, si on écrit ça plus petit, vous simplifiez par 4 et vous avez bien produit scalaire de x scalaire y au carré est plus petit que x scalaire x fois y scalaire y, qui est bien l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, on va compléter cette inégalité en donnant les cas d'égalité. L'inégalité est toujours vraie, on veut savoir quand est-ce que cette inégalité est en fait une égalité. On fait ça tout de suite. La proposition concernant les cas d'égalité, la voici, soit donc x et y dans e carré. Il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est-à-dire que le carré du produit scalaire de x avec y vaut le produit scalaire de x avec x fois le produit scalaire de y avec y, si et seulement si la famille xy est liée dans E. Vous savez que pour une famille de deux vecteurs, ceci équivaut à dire qu'ils sont proportionnels. Alors, proportionnels, vous savez qu'on écrit ça souvent en considérant deux cas, x égale 0 ou y égale constante fois x. Bon, considérons le premier cas, si x égale 0, ça on a vu que c'était nul, hein, puisque 0 scalaire y, ça fait 0, x scalaire x, ça fait 0 scalaire 0, ça fait 0. Donc l'égalité a lieu. Mais d'autre part, 0, y est toujours une famille liée. Donc les deux membres de l'équivalence sont vrais, et l'équivalence est vérifiée. Alors, on suppose donc que x n'est pas nul. On reprend les notations de notre preuve précédente, c'est-à-dire pour lambda appartenant à R, on pose P de lambda, c'est lambda x plus y scalaire lui-même. On a vu, en développant par bilinéarité, que c'était x scalaire x fois lambda carré, plus 2x scalaire y fois lambda, plus y scalaire y. Comme x scalaire x est un scalaire strictement positif, puisque x n'est pas nul, ceci est un trinôme. Un trinôme dont le discriminant est négatif parce que ce trinôme ne change pas de signe. Son discriminant, après factorisation par 4, c'est x scalaire y au carré moins x scalaire y fois x scalaire x, pardon, fois y scalaire y. Alors, on sait qu'il est négatif, mais ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'il est nul? Eh bien, un polynôme, un discriminant nul, si et seulement si, il admet une racine double. Autrement dit, si et seulement si il existe alors un alpha appartenant à R, en fait, tel que moins alpha, ce soit la racine de P. Alors pourquoi moins alpha? Vous allez voir tout de suite, hein, pour que ça colle pile à la fin. Donc on sait que ce polynôme, je répète, hein, s'annule au plus une fois. Quand est-ce qu'il s'annule? Si et seulement si il admet une racine double, si et seulement si il existe un alpha dans R, tel que P de moins alpha égale 0. Alors regardez pourquoi j'ai pris moins alpha, c'est parce que P de moins alpha c'est moins alpha x plus y scalaire moins alpha x plus y, et ça c'est nul si et seulement si moins alpha x plus y égale 0. Je vous rappelle la propriété fondamentale du produit scalaire, u scalaire u égale 0 si et seulement si u est le vecteur nul. Autrement dit, si on enchaîne les équivalences, le discriminant de P est nul si et seulement si il existe alpha appartenant à R tel que y égale alpha x, c'est-à-dire x et y sont proportionnels, vu que x est pas nul, ça c'est la définition de x et y sont proportionnels. Alors, voilà pour ces cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On va terminer cette première et assez courte vidéo sur les produits scalaires en donnant une notation, celle de la norme. Vous verrez que la notion de norme sera étudiée plus en détail dans le paragraphe 2, mais je veux quand même que tout de suite après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, vous ayez une vision en termes de norme de sa signification. Pour terminer, donc, je vais donner une écriture des propriétés précédentes à l'aide de ce qu'on appelle la norme associée à notre produit scalaire. Si phi, vous notez ici, slash est un produit scalaire sur E, alors pour x, un vecteur de E, on pose norme de x égale racine de x scalaire x. Une première remarque, x scalaire x est un nombre positif, donc la racine
existe. On verra dans le paragraphe 2 que l'application double barre, hein, si là on appelle ça cette application, on en crée une autre. Attention, celle-ci, elle s'applique à un seul vecteur. Elle va de E dans R et un vecteur X, elle associe norme de X égale racine de X scalaire lui-même. On verra que cette application, c'est ce qu'on appelle une norme. Une norme est une application de E dans R qui a certaines propriétés. On va déjà en découvrir certaines. Vous voyez que c'est forcément positif, hein, c'est la racine d'un réel, en l'occurrence un réel positif, est positif. D'autre part, quand est-ce qu'elle est nulle? Si et seulement si x scalaire x est nul, et ça on a vu que c'était vrai, si et seulement si x c'est le vecteur nul. D'autre part, attention, si je prends la norme de lambda x, je vais avoir lambda x scalaire lambda x. Mais comme on vient de le faire dans notre propriété, lambda va sortir deux fois, une fois par linéarité par rapport à la première variable et une autre fois par rapport à la deuxième variable. Va venir racine de lambda carré x scalaire x. Autrement dit, racine de lambda carré fois norme de x. Mais la racine de lambda carré, c'est valeur absolue de x. On reverra ça un peu plus tard hein, dans le paragraphe consacré aux normes. Ce que je veux vous dire, c'est que maintenant on peut réécrire la propriété de Cauchy-Schwarz, soit x et y dans E carré, la valeur absolue du produit scalaire de x avec y est plus petit que le produit de leur norme. Vous voyez, on avait cette expression un petit peu pénible qui était racine de x scalaire x et racine de y scalaire y. Ça, c'est tout simplement norme de x et norme de y. La valeur absolue d'un produit scalaire est plus petit que le produit des normes. Un petit rappel d'ailleurs. Votre bon vieux produit scalaire de la physique, c'est x scalaire y égale norme de x fois norme de y, cosinus de l'angle entre x et y. Et regardez, la valeur absolue du cosinus est plus petite que 1. Cette inégalité est vraie pour votre produit scalaire géométrique utilisé en physique. On a ajouté une propriété. Quand est-ce que cette inégalité est une égalité? Autrement dit, quand est-ce que la valeur absolue du produit scalaire, c'est le produit des normes? Si et seulement si la famille x, y est liée, c'est-à-dire si et seulement si ici les vecteurs x et y sont proportionnels. Alors, voilà pour cette vidéo, j'allais dire, d'introduction sur le produit scalaire. On continuera demain sur cette norme associée au produit scalaire et ses propriétés. À bientôt.